Merci de votre fidélité. 22 heures sur Télé Djibouti. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Assamo se dotera d'une centrale solaire avec une capacité de plus de 140 kWh, soit plus du double de ce qui est installé actuellement à l'Irati. Et Demeljo inaugure son centre de développement communautaire. Vous entendrez la ministre de la Culture dans ce journal. Et les principaux producteurs et exportateurs de pétrole d'Afrique se sont réunis à Luanda pour trouver des solutions afin d'accroître les investissements dans le secteur pétrolier et la transition énergétique. Bonsoir. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan, a participé au premier forum d'examen du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, hier, qui s'est tenu au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. La tenue de ce forum trouve son essence dans le pacte mondial, également connu sous l'appellation de la déclaration de Marrakech, qui avait décidé la tenue d'une rencontre quadriennale au plus haut niveau politique afin d'évaluer tant les progrès réalisés qu'à identifier les problèmes persistants ou nouveaux dans la mise en œuvre du pacte mondial pour les migrations. L'objectif principal de cette première édition du forum d'examen était d'offrir à l'ensemble des États membres des Nations Unies l'occasion de présenter leurs réalisations, mais également d'identifier les défis auxquels ils restaient confrontés afin de pouvoir dégager des recommandations consensuelles et concrètes pour les 4 prochaines années avant la tenue du prochain forum du même type. À cette occasion, le ministre a prononcé une importante allocution dans laquelle il a fait un tour d'horizon sur les principales réalisations de la République de Djibouti en la matière. Le ministre de l'Intérieur a mis en exergue le fait que, dès l'adoption du pacte en 2018, la République de Djibouti n'avait ménagé aucun effort afin de mettre en œuvre les objectifs du pacte tout en respectant ses principes directeurs et en tenant compte des réalités migratoires qui lui sont propres. Le ministre a saisi l'opportunité de sa présence à New York afin de rencontrer le secrétaire général adjoint pour le contre-terrorisme et le secrétaire adjoint chargé des opérations de maintien de la paix. Les deux hauts responsables des Nations Unies ont souligné le rôle important que joue la République de Djibouti dans ces deux domaines. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rable, a inauguré de nouveaux équipements médicaux destinés à l'hôpital Dr Shakib Saad, accueilli par le directeur de l'hôpital, M. Hussein Mohamed Hussein, et le directeur de l'ADDS, Mahdi Mohamed Jamah, ainsi que l'ensemble des personnels soignants et administratifs. Les équipements inaugurés sont composés entre autres d'une cabine de plétismographie, d'un polygraphe de sommeil et d'un appareil Fadia 200 pour le diagnostic des allergies et pour les maladies auto-immunes et d'une échographie thoracique portable. Ces nouveaux matériels sont financés par l'ADDS. L'acquisition de ces nouveaux matériels va permettre à l'hôpital de renforcer sa capacité d'analyse et de diagnostic et ainsi améliorer la qualité de prise en charge globale des patients. Le ministre de la Santé a d'abord remercié l'ADDS et a souligné que cette amélioration du plateau technique de l'hôpital Dr Shakib Saad va bénéficier à l'ensemble des praticiens de cette structure et qui représente une excellente opportunité pour nos patients qui ont désormais accès à un équipement de pointe qui va leur permettre de faire leurs examens dans les meilleures conditions. Le directeur général de l'hôpital Shakib Saad a remercié le ministre de la Santé, le directeur général de l'ADDS pour l'inauguration de ces nouveaux matériels qui vont renforcer et améliorer la prise en charge de nos patients. Nous l'écoutons. On a eu la visite du ministre de la Santé pour l'inauguration et la mise en service des équipements que l'hôpital a reçus. Ces équipements sont composés de plusieurs types d'appareils. Il y a, dans un premier temps, cette cabine, une cabine plétismographique pour voir un peu le fonctionnement du poumon, le taux de gaz et la résistance de branches au niveau du poumon. Ça va améliorer la prise en charge et la qualité de prestations qu'on offre au niveau du service. Et c'est une première au niveau des hôpitaux publics. C'est la première cabine et nous en sommes vraiment très fiers de l'avoir. Également, nous rehaussons aussi le plateau technique
de l'hôpital à travers la mise en place pour diagnostiquer l'apnée du sommeil. Nous avons reçu un polygraphe des sommeils pour voir les patients qui souffrent d'apnée du sommeil, et de diagnostiquer et puis de traiter. Et également, nous avons mis en place une unité de prise en charge d'allergologie pour traiter l'asthme. Et dans ce cas, nous avons reçu un appareil au niveau du laboratoire, Fadia 200. Cet appareil est capable de faire plus de 650 allergènes pour voir un peu quel type d'allergie ou quelle allergie que la personne souffre et qui peuvent causer des problèmes respiratoires ou de l'asthme. Ces appareils vont rehausser le plateau technique de l'hôpital et améliorer aussi la qualité de nos prestations que nous prodiguons pour nos usagers au niveau de l'hôpital. Le Sheraton Hotel a abrité hier une réunion de concertation entre les différents ministères de Djibouti sur le plan de contingence élaboré par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités en partenariat avec l'UNICEF. L'élaboration de ce plan de contingence vient à point nommé, étant donné que ces dernières années, Djibouti subit depuis quelques années une succession de chocs exogènes d'envergure qui ont un impact direct sur notre économie et notre population. Pour preuve, rien que durant cette année, le pays a accumulé les effets de la pandémie mondiale, les sécheresses récurrentes de la Corne de l'Afrique qui persistent encore et de manière significative, de l'invasion acridienne dévastatrice en milieu rural, de tensions politiques des pays voisins impactant nos recettes budgétaires, ainsi que la perturbation de la chaîne d'approvisionnement. Écoutons la représentante résidente de l'UNICEF, Mme Melva Johnson. De plan de contingence, la protection sociale ou la protection sociale sensible au choc. Durant la pandémie de la COVID-19, le MAS a pris en charge de manière efficace plus de 78 000 ménages, dont plus de 29 000 enfants à travers le programme existant, donc une couverture de 3 fois supérieure à celle initialement prévue pour ces programmes. Grâce à la qualité de votre personnel très engagé, les actions du ministère ont été couronnées de succès, si bien qu'il se voit attribuer formellement le rôle de point focal du gouvernement pour la coordination de la réponse aux urgences. Il y a des formations de plan de contingence de la protection sociale que vous a mobilisé tout au long de cette semaine avec pour objectif de penser et d'établir ensemble la manière dont la coordination de la réponse aux urgences qui incombe désormais au ministère des Affaires sociales et des Solidarités sera la plus opérationnelle possible. Le président de la parole à son tour, la ministre des Affaires sociales, Mme Maouloufa Ismaïla, a souhaité rendre un hommage à toutes les personnes ayant contribué à l'élaboration de ce plan de contingence nationale. Nous l'écoutons. Donc d'un plan de contingence pour faire face aux catastrophes qui arrivent est arrivé donc à point nommé. Il nous fallait donc une coordination. Hier, nous parlions de la crise pandémie de Covid-19, aujourd'hui de la crise alimentaire déclenchée par la guerre en Ukraine, sans oublier le contexte régional avec les tensions politiques des pays voisins et des sécheresses récurrentes. Et aujourd'hui encore, nous nous retrouvons ici pour mieux opérer et mieux prévoir notre plan de contingence. C'est donc dans ce contexte assez difficile et imprévisible que nous devons tous œuvrer pour réussir nos missions respectives. En effet, dans le cadre de la mise en application de la politique générale, le gouvernement de Djibouti, par le biais des différents départements ministériels, met en œuvre plusieurs stratégies sectorielles conformément aux directives du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, et pour atteindre ainsi les objectifs du millénaire pour le développement. Ces mêmes objectifs sont parfaitement alignés donc à nos objectifs et notre vision 2035, déclinée en plan d'action quinquennal appelé Djibouti ici. Ainsi, toutes les stratégies s'accordent à donner un rôle prépondérant à la lutte contre la pauvreté, la faim et la promotion de l'emploi. C'est dans cette optique donc que le ministère des Affaires sociales et de Solidarité a élaboré des stratégies de protection sociale axées sur les filets de sécurité pour inverser la situation des familles pauvres en leur offrant les opportunités économiques
tant en leur assurant une meilleure sécurité alimentaire à travers les programmes de transfert monétaire et le programme d'assistance sociale santé, connu sous le sigle de PASS. Donc vraiment, ce travail formidable que vous avez fait, je voudrais donc rendre un hommage à chacun de vous qui avez fait ce travail. Et sachez que ça ne serait pas seulement le ministère des Affaires sociales également qui va valider ce plan, ni l'UNICEF, mais ça serait vraiment une validation, comme aujourd'hui et pendant les 4 jours, ça serait vraiment une validation consensuelle. Asamo se dotera, je le disais en titre, d'une centrale solaire avec une capacité de plus de 140 kWh, soit plus du double de ce qui est installé actuellement à l'IRAD. Accompagné d'une forte délégation, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Gueddi, s'est rendu hier dans la localité de Asamo, sous la préfecture d'Ali Sebié, pour procéder à la cérémonie de la pose de la première pierre du futur centrale solaire. À son arrivée au site aménagé de la future centrale solaire, le ministre et sa délégation ont été accueillis par les autorités de la région, dont le préfet de la région par intérim, Mohamed Abbas, le président du conseil régional, Shelmak Hassan Alal, les parlementaires de la région, ainsi que les habitants qui sont venus en masse. Le ministre s'est donné ensuite un bain de foule énorme pour saluer un par un les habitants. Après ce bain de foule, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Gueddi, accompagné par ses proches collaborateurs, a procédé à la pose de la pierre de la centrale solaire qui lance officiellement les travaux de sa construction. Le ministre de l'Énergie s'est donné comme objectif et priorité l'accès à l'énergie pour tous dans le milieu rural. Le département prévoit également et planifie l'électrification des plusieurs villages, dont celui de Asamo. La localité de la région d'Ali Sebié est très réputée pour son agriculture et sera très prochainement dotée d'une centrale solaire avec une capacité de plus de 140 kWh, soit plus du double de ce qui est installé actuellement à l'IRAD. Ceci contribuera fortement au développement socio-économique, à la conservation des produits médicaux, à l'éducation et au commerce des villageois qui pourront enfin conserver leurs produits agricoles, laitiers et autres dans de bonnes conditions de conservation grâce à l'électricité. Les bénéficiaires de ce projet seront constitués d'une centaine de ménages, d'une dizaine de boutiques commerciales, d'une école, d'un collège, d'un camp militaire et d'un poste administratif. Le ministre de l'Énergie, Younis Ali Gueddi, a dans son intervention, lors de cette cérémonie, rappelé que Asamo deviendra la région artistique, touristique et agricole du pays. Il n'a pas manqué de réaffirmer sa ferme disponibilité pour travailler ensemble au développement de cette localité. Nous l'écoutons. D'abord, le projet qui est en construction et qui est en cours, que vous voyez, qui est le projet d'électrification d'une petite centrale solaire pour le village d'Asamo. Ce n'est pas une première, cette politique d'électrification rurale à Djibouti bat son plein depuis plusieurs années, mais les projets ne vont pas s'arrêter là. Nous allons essayer d'accentuer les projets d'électrification rurale de nos villages pour que nos concitoyens aient un accès à l'électricité, un accès à l'énergie. Ceci dit, qu'est-ce qui dit accès à l'énergie? Développement durable, développement humain, mais aussi développement économique de nos régions, de nos villages isolés et qui sont dans l'arrière-pays. Aujourd'hui, nous sommes à Asamo. Vous voyez que nous avons déjà commencé les projets, que la centrale est en construction déjà. Et nous avons voulu marquer ces pas et venir en construction, mais ne pas venir au commencement du projet. Après cette cérémonie de pose de première pierre donc, de la future centrale solaire d'Asamo, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Gueddi et sa délégation se sont entretenus sous l'arbre à palabre avec tous les habitants de cette localité de Asamo. La coopérative d'agriculteurs de Asamo ont dans un premier temps exposé au ministre un piston de leur récolte, au ministre et à sa délégation. Très émerveillés par leurs produits agricoles, le ministre Younis Ali Gueddi n'a pas hésité à acheter leur production artisanale et agricole. Par la suite, le ministre s'est entretenu avec les villageois, donc venus nombreux. Le chef de village a ouvert la séance et a tout d'abord remercié ses hôtes pour la cérémonie de la centrale, pour l'inauguration donc des travaux de la centrale solaire de Asamo. Après cette brève intervention, il s'en est suivi un dialogue franc entre les représentants de la population de Asamo et leurs hôtes. Et enfin, la traditionnelle photo de famille a clôturé la cérémonie.
La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Momen, a inauguré la cérémonie d'inauguration dans un nouveau CDC à Damerjog, accompagné d'une forte délégation. La ministre a été accueillie chaleureusement par la population de cette localité. L'événement a vu la participation, outre de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, du maire de la ville de Djibouti, Saïd Daoud, du président du conseil régional d'Arta, Elmi Bouh, le sous-préfet de Damerjog, Abdishakour Nour, le doyen des artistes, Aden Farah Samatar, des élus locaux, les cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture, des responsables des CDC de la capitale et des régions de l'intérieur, des nobles et des rocales et plusieurs membres de la communauté et jeunesse de cette ville de la région d'Arta. Après la traditionnelle coupure de ruban par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, place à une visite guidée des locaux de la structure dotée de tous les équipements nécessaires. Dans son intervention, le sous-préfet de la région de Damerjog s'est déclaré satisfait de l'inauguration de ce CDC pour cette ville. Il a par ailleurs remercié vivement le chef de l'État et son gouvernement. De son côté, le président du conseil régional d'Arta s'est félicité de ce troisième CDC pour la région d'Arta et a salué le travail fait par le département de la jeunesse, dont la volonté est sans faille en vue d'offrir aux jeunes de la région les infrastructures indispensables pour leur épanouissement. Ce dernier a exhorté les jeunes et les communautés présents sur place à prendre soin de cette plateforme d'intégration sociale. Le maire de la ville de Djibouti, M. Saïd Daoud, s'est dit honoré de pouvoir participer à l'inauguration d'un CDC au bénéfice donc des habitants, des jeunes de la localité de Damerjog et a appelé les populations de la région à faire bon usage de cette infrastructure bien équipée. Et pour sa part, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Momen Assoui, a tout d'abord remercié la population de Damerjog pour leur accueil chaleureux et fraternel. Elle a par ailleurs indiqué que l'objectif de son département est d'offrir aux jeunes, conformément à la vision du président de la République, les moyens de s'épanouir à travers les activités organisées dans les CDC. Voici un extrait sur l'intervention. Plaisir et un honneur d'être ici avec l'ensemble des représentants des autorités qui sont avec nous. Donc il y a le président du conseil régional qui est avec nous, les sous-préfets de la localité de Damerjog. Monsieur le maire nous a fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous pour nous accompagner dans ce travail de proximité. Donc nous avons aussi le représentant et doyen des artistes. Et nous sommes tous là aujourd'hui pour ouvrir ce centre communautaire de Damerjog, de développement communautaire de Damerjog, qui, nous l'espérons, va accueillir toutes les activités et qui va permettre aux jeunes qui ont manqué tant de rendez-vous, maintenant de pouvoir participer, concourir et faire en sorte que l'ensemble des jeunes, mais aussi des femmes, mais aussi des populations qui habitent dans cette belle localité de Damerjog, qui est quand même une grande ville. Je dirais bon vent, bonne chance, et puis prenez soin de ce lieu et faites en sorte que vraiment il y ait beaucoup d'activités et que ça bouge et qu'il y ait du dynamisme. C'est ça l'essentiel de nos centres de développement communautaire. Je vous remercie. La place du rapport du Centre d'instruction technique et tactique CITA, construite au sein du camp Shah Osman, CCO, a abrité aujourd'hui une cérémonie de fin de formation au profit de 103 stagiaires ayant suivi une formation spécifique. Il s'agit d'un certificat technique de premier degré dans la spécialité chef de char, spécifique au régiment blindé, d'un certificat technique élémentaire pour la conduite des véhicules légers, d'un certificat technique élémentaire moniteur conduite et d'aide monteur en langue anglaise. Cette cérémonie a été présidée par le général de corps d'armée Zakari Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Au total, 4 spécialités organisées dans un format centralisé ont été à l'honneur ce jour. Ont participé également à cette cérémonie le général de brigade Tahir Al-Mohamed, chef d'état-major général
de la Défense, le colonel-major Mohamed Rayad Guélé, sous-chef d'état-major de la Défense, le colonel Abdulrahman Ali Kaïn, directeur général par intérim de la police nationale, le colonel Waïs Omar Borolé, commandant la garde-côte et les plus hauts responsables des forces armées djiboutiennes. À l'arrivée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, accompagné du général Tahir Al Mohamed, a été accueilli par le colonel Dahir Hassan Abadid, commandant le régiment blindé. Puis le SEMGA a effectué la revue des troupes composées de la section d'honneur des personnels féminins des armées pour rendre les honneurs et les stagiaires des 4 formations professionnelles, soldées par des diplômes techniques de premier degré. Ces formations, premier cycle de formation technique pour l'année 2022, d'une durée de 4 à 6 mois chacune, ont permis de consolider les acquis des stagiaires et perfectionner davantage leur métier de spécialiste à travers l'acquisition des nouvelles connaissances. Ces formations s'inscrivent dans le cadre, dans le souci d'avoir une armée professionnelle et innovante en phase avec le progrès technologique et pour mieux préparer le futur. Elle contribue indéniablement à la montée en puissance de l'armée djiboutienne. Ces formations techniques spécifiques justifient les réformes engagées par le commandement militaire. Il est à rappeler que le centre d'instruction technique et tactique d'Ambouli s'affirme de jour en jour comme l'organe par excellence des formations techniques et spécifiques dont le but est de former et fournir à l'armée djiboutienne des cadres disposant d'une compétence à la fois technique et tactique. La cérémonie a débuté par la lecture de quelques versets du Saint-Coran par le sous-lieutenant Abdelkader Ali Debed, puis le lieutenant-colonel Ali Ilmibouh, chef du bureau de formation, a pris la parole pour informer l'audience sur le déroulement du stage, sa physionomie et les objectifs recherchés. Regardez. ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. C'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que nous nous retrouvons ici aujourd'hui au Centre d'instruction technique et tactique d'Ambouli pour la cérémonie de clôture qui illustre la fin des 4 formations professionnelles disposées au profit de 103 militaires. Mon général, l'ICITA est l'organe par excellence des formations techniques et spécifiques dont le but est de former et de fournir à l'armée djiboutienne des cadres disposant d'une compétence à la fois technique et tactique. Ainsi, dans le souci d'être innovant dans une époque en phase avec les progrès technologiques et pour mieux préparer le futur de notre armée, le centre n'a cessé d'anticiper afin de contribuer à la montée en compétence de l'armée djiboutienne dans le domaine de la formation technique. C'est d'ailleurs ce qui justifie les réformes engagées
à l'initiative du Haut Commandement militaire en la personne du SEMGA depuis ces dernières années au niveau du centre, au vue de lui permettre de jouer effectivement le rôle qui est le sien dans l'instruction de nos militaires. En effet, un effectif important a été déjà formé, que ce soit dans le domaine de l'administration, la mécanique, la conduite, ainsi que dans le domaine de la formation linguistique. Les stagiaires que vous voyez et présents devant nous aujourd'hui ont bénéficié des formations spécifiques, à savoir CT1 blindé chef de char, CT moniteur conduite, aide-moniteur en langue anglaise et conduite en véhicule léger. Ces formations dont certains ont débuté en novembre 2021 ont été programmées pour une durée de 4 à 6 mois et se sont déroulées dans de bonnes conditions avec des résultats visiblement satisfaisants. Ainsi, la formation CT1 blindé des spécialités chef de char a permis de former des chefs d'engins blindés capables de comprendre et de mener à bien les missions qui leur seront assignées. Ces derniers ont participé tout au long de la formation plusieurs manœuvres tactiques et techniques. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a tenu à s'adresser aux stagiaires ayant couronné leur formation. Dans son discours, il a souligné qu'aujourd'hui, cette cérémonie revêt un aspect particulier car elle englobe 4 formations de spécialités distinctes, toutes administrées par des formateurs djiboutiens. Ceci va de pair avec la nouvelle doctrine qui sera appliquée à partir de cette année dans tout le corps et régiment des forces armées djiboutiennes. Cette nouvelle doctrine, a-t-il indiqué, s'appuie sur les directives du président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, Ismaël Omar Guelleh, qui a souligné je fais la promesse devant Dieu que chacun recevra ce qu'il mérite. En ma qualité de chef d'état-major général des armées, il est de mon devoir de juger les efforts de chacun à travers ses compétences et de l'encourager pour s'affirmer davantage. Ainsi, les forces de défense et de sécurité doivent veiller à s'acquitter de leurs devoirs où qu'elles se trouvent. Jusqu'à ce jour, l'armée djiboutienne a toujours porté haut le drapeau national, une attention particulière pour les 2 bataillons djiboutiens déployés en Somalie qui s'acquittent avec brio de leur mission. Ce sont nos ambassadeurs et représentent notre pays de la meilleure façon. Je vous exhorte à préserver l'unité et la cohésion au sein des forces armées djiboutiennes. Au terme des discours, le lieutenant Abdulrahim Mohamed Aden s'est attelé à la proclamation des résultats tant attendus. Ainsi, cette cérémonie a été l'occasion de primer les lauréats qui ont su se démarquer durant la formation. En stage, il s'agit de, pour le CT1 blindé, j'appelle le 2e classe Abdo Ilmi Moussa, le caporal-chef Bogore Hamad Humad, le caporal Ousmane Awale Gedi, pour les stagiaires permis véhicule léger. J'appelle le 2e classe commissionné Mohamed Daoud Chihim. Le 2e classe commissionné Ahmed Hassan Haga. En effet, l'excellent résultat obtenu témoigne de la qualité de l'instruction dispensée par les instructeurs d'une part et l'assiduité des stagiaires qui ont fait preuve de maturité professionnelle d'autre part. Au vu des résultats satisfaisants, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a durant la cérémonie décerné les prix aux 3 premiers stagiaires de chaque discipline à titre de mérite. Aussi, le général n'a pas manqué de féliciter les instructeurs militaires djiboutiens pour la qualité de l'instruction donnée. Il est à noter que ces différentes formations techniques spécialisées distinctes ont été toutes dispensées par des instructeurs militaires des forces armées djiboutiennes. Stagiaire vert.
Et au terme de la cérémonie, autour d'un repas dans une ambiance bon enfant, les stagiaires ont remercié le chef d'état-major général des armées pour le soutien inconditionnel dont il fait preuve au quotidien afin d'avoir et de pérenniser une armée professionnelle et compétente, capable de faire face à tout défi. Ils ont ainsi offert au commandement militaire des présents témoignant de leur reconnaissance. La photo de famille a clôturé cette cérémonie. Et en marge de la cérémonie, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a inauguré les chambres de troupes récemment construites pour les stagiaires suivant leur formation au CITA. Cet espace de logement a été baptisé au nom du défunt colonel Mohamed Gadito Mohamed, décédé en 2018 des suites d'une longue maladie. Le défunt colonel était le commandant d'unité du centre de CITA en charge du suivi et de la bonne conduite des formations techniques. Cet espace comprend 3 grandes chambres de troupes de capacité de 15 militaires chacune et d'une vaste chambre pour les cadres. Toute autre chose, un mot en sport, la Fédération djiboutienne de natation, à travers la Ligue régionale de natation organisée hier, sa première compétition de natation en eau libre, qui est une compétition d'endurance. Cette première expérience fut une réussite, tant sur le plan de l'organisation technique que la participation massive de la jeunesse de Tadjoura organisée en équipe scolaire. Eh bien, cette réussite revient à la Ligue régionale Tadjoura, dont à sa tête Mohamed Maki et ses techniciens. Cette journée a vu surtout la victoire éclatante du jeune junior et espoir national, Mohamed Hussein Barhat. Écoutons le président de la Fédération de la natation. La Fédération djiboutienne de natation, à travers la Ligue régionale de Tadjoura, a organisé sa première compétition de natation en eau libre. Cela veut dire la natation longue distance. C'était une première expérience à Djibouti, un apprentissage que nous faisons. Et en ce sens, ce fut une journée sportive très réussite. Et c'est là grâce à l'équipe, à son président, le président de la Ligue nationale, régionale de Tadjoura, M. Makki Hamad, ainsi que l'ensemble de ses techniciens. Néanmoins, nous remercions cette réussite, nous le devons également au secrétaire d'État au sport, M. Hassan Kamil, qui nous a appuyés, nous a donné les moyens. Nous remercions également Burhan Mohamed Ali Gadile, qui a été également aux côtés des jeunes de sa région pour les appuyer et continuer à faire la natation.
Et une fois de plus, les forces de sécurité et de défense de la région de Dikil, sous le commandement opérationnel du colonel Ibrahim Youssouf Dabal, chef de corps du Riad, ont intercepté aujourd'hui une quantité donc, de quêtes de contrebande entre Bandola, Sankal et Mouloud. Cette saisie est estimée à plus de d'1,8 million francs. Des patrouilles sont effectuées donc régulièrement de jour comme de nuit par les éléments du régiment de Riad sur l'ensemble des postes frontalières de Dikil. Le colonel Ibrahim Youssouf a félicité le régiment Riad, la douane ainsi que les autres forces de sécurité comme la police et la gendarmerie pour leurs efforts continus pour la sécurité de la région et pour la lutte contre toute forme de contrebande nuisant à notre économie. Je vous le disais en titre, les principaux producteurs et exportateurs de pétrole d'Afrique se sont réunis à Luanda, la capitale angolaise. Ils cherchent des solutions pour accroître les investissements dans le secteur pétrolier et la transition énergétique. Le manque d'investissement dans le secteur pétrolier et gazier africain au cours des dernières années a entraîné une forte baisse de la production. En mars, l'Angola et le Nigeria, selon les données de l'OPEP, ont représenté près de la moitié du déficit de l'offre de pétrole sur le marché mondial. Pourtant, le Nigeria l'assure, les conséquences des tensions politiques entre la Russie et l'Ukraine n'ont pas affecté l'industrie locale. L'une des conclusions qui ressort de ce congrès est que, pour l'instant, les grands pays producteurs du pétrole du continent ne produisent pas assez pour répondre à la demande résultante de l'embargo russe sur le pétrole et le gaz. Mais ils admettent qu'il y a un plus grand intérêt des investisseurs pour le secteur du pétrole et du gaz en Afrique. Et c'est tout pour ce JT Week-end. Merci à vous de l'avoir suivi.